Merci à tous d'être avec nous pour ce troisième événement H2O Lyon pour la Journée mondiale de l'eau, qui est une table ronde, regard croisé autour de la valeur de l'eau. Nous aurons donc avec nous, nous avons le plaisir d'avoir avec nous donc Philippe Polomé, économiste, Emeline Combi, géographe, et Gaëtan Bailly, juriste. La valeur de l'eau, c'est la thématique qui a été donnée cette année par l'ONU pour la Journée mondiale de l'eau, avec comme idée que mieux comprendre la complexité et le côté multidimensionnel de cette valeur peut nous permettre de mieux la préserver. Donc que chacun comprenne mieux cette complexité et cette valeur peut nous amener à changer nos pratiques et notre rapport à l'eau. Je propose pour commencer, que chacun se présente en quelques mots. On peut peut-être commencer par Philippe. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis professeur d'économie de l'environnement à l'Université de Lyon 2. Donc mes intérêts de recherche sont bien évidemment principalement en économie de l'environnement, avec en particulier le risque environnemental, assez bien de politique forestière aussi, les comportements prosociaux et l'évaluation économique, ce qui tombe bien pour la réunion actuelle. Je travaille beaucoup dans des cadres pluridisciplinaires, ce qui fait que je me suis inséré dans H2O avec beaucoup de plaisir. Je suis également coordonnateur d'un master qui s'appelle Risque et environnement, dont on vous dira deux mots à la fin de la présentation. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Emeline Combi, maîtresse de conférences en géographie à l'Université Lumière Lyon 2 et chercheuse à l'UMR 5600 EVS. Je co-dirige l'observation sociale des territoires fluviaux, OSTF pour son petit nom, à la zone atelier bassin du Rhône, la ZABRE, et je travaille essentiellement sur les environnements urbains, les politiques publiques, les risques environnementaux et la communication. Et concernant les questions de valeur de l'eau, je m'intéresse aux formes matérielles du capitalisme, comment le capitalisme transforme nos environnements, mais également aux formes plus immatérielles de ce capitalisme en termes de capital symbolique et de représentation. Bonjour à tous. Merci de me laisser la possibilité de parler d'eau en cette journée mondiale de l'eau ici avec vous. Donc, je m'appelle Gaëtan Bailly, je suis docteur en droit public. Je suis actuellement postdoctorant au sein de l'UMR 5600 EVS et au sein de l'Institut de droit de l'environnement de Lyon 3. Je suis également enseignant en droit et co-responsable du master gouvernance des risques environnementaux pour ce qui concerne Lyon 3. Et j'enseigne le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme. Mes travaux de recherche portent notamment sur le droit de l'eau, plus particulièrement sur les modalités juridiques de partage et de gouvernance de cette ressource. Je m'intéresse également plus globalement sur la façon dont émergent les systèmes de normes qui permettent de gouverner une ressource naturelle. Et je m'intéresse également de façon un petit peu parallèle au droit de l'urbanisme et à l'ensemble du droit de l'environnement en général. Alors, la première question qu'on voulait aborder avec vous, c'est quelle est la place et l'importance de l'eau dans nos sociétés, puisque pour comprendre sa valeur, déjà, il faut comprendre quelle est l'importance de cette ressource. Et donc, voilà, on voulait voir un peu votre vision en tant que juriste, économiste et géographe. On peut peut-être commencer par Gaëtan. Quelle est la vision du juriste par rapport à cette question ? La question n'est pas évidente, puisque on pourrait penser que le statut de l'eau, donc le droit qui va s'appliquer à l'eau, grosso modo, comme sa composition est immuable. On parle de la composition de l'eau qui ne change jamais, hein, H2O. Et finalement, il n'en est rien. En fonction de son état, l'eau peut aussi changer de statut juridique. Donc l'eau, elle est omniprésente, elle est nécessaire, elle est familière, et ça, c'est un petit peu banal de l'affirmer. Mais l'eau n'en est pas moins un objet de droit curieux, voire déroutant, puisque l'eau est au cœur d'innombrables usages. Et on remarque que l'absence d'harmonisation du droit en la matière fait également de l'eau un objet d'une multitude de régimes juridiques qui répond à des logiques parfois contradictoires. En fonction de son état, de sa situation, de la personne qui la détient et de l'usage qu'on en fait,
l'eau est susceptible d'être soumise à une multitude de régimes juridiques, puisque le droit va pouvoir considérer l'eau au tour à tour comme un objet de propriété privée, une chose commune, un élément du patrimoine commun de la nation, un milieu naturel à préserver, mais également un bien marchand. Cette hétérogénéité de perception conduit à affirmer que l'eau, tout de même, n'est pas un bien marchand comme les autres, et sa gestion doit être, selon le droit applicable, qui nous vient notamment de l'Union européenne, la gestion de l'eau doit être durable et équilibrée. Donc, ça nous donne un cadre d'ensemble relativement large qui permet d'intégrer l'eau dans différentes échelles de valeurs qui correspondent à autant de législations distinctes qui lui sont applicables. Alors, on va pouvoir identifier différentes valeurs de l'eau, une valeur économique dans le sens où elle fait l'objet d'une exploitation marchande, donc il va s'agir de l'eau potable, des services publics en la matière. Il va s'agir également de voir une valeur économique de l'eau à travers ses différents usages qui sont les usages industriels, voire agricoles. Je pense à l'irrigation, par exemple. Mais bon, tous ces aspects économiques vont être développés par Philippe par ailleurs. Mais le droit permet de donner un petit peu corps à cette valeur. On va intégrer ces valeurs économiques dans le droit. On va prendre en considération cette valeur dans le droit. Le droit va également reconnaître une valeur patrimoniale à l'eau dans la mesure où elle est une ressource et un milieu naturel à préserver. Donc, c'est le droit de l'environnement qui va prendre en compte cette protection de la ressource. Alors que lorsqu'on parle de valeur économique, comme précédemment, c'est plutôt le droit public en général, le droit des services publics, qui va prendre en compte cette valeur économique. Donc, le droit de l'environnement et son aspect patrimonial, sa valeur patrimoniale, va plutôt donner une valeur écosystémique à cette ressource. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir traduire aussi de façon économique. On va voir reconnaître également par le droit une valeur culturelle lorsque l'on considère que certaines sociétés se constituent autour de leur rapport à l'eau. On pense particulièrement à l'observation de certains droits locaux, de certaines coutumes locales ou qui correspondent à certains usages bien particuliers, à certaines communautés bien identifiées. Et donc, dans ces cas-là, la valeur culturelle de l'eau qui est au centre d'une société va être à l'origine de la création ou de l'apparition d'un système de droit. Et donc, c'est l'usage de l'eau en fonction de la valeur qu'on lui donne qui va faire apparaître un certain nombre de normes. Et on va voir du coup que l'eau finalement est au centre d'un système juridique particulier. Enfin, on peut voir dans le droit et le droit de l'environnement une valeur sociale, récréative qui est reconnue à l'eau. Et là, on va encadrer du coup les activités comme la pêche, comme les activités nautiques, etc. Donc, on voit finalement que le droit encadre les différents usages de l'eau et reconnaît de façon incidente l'ensemble des différentes valeurs qu'on peut donner à cette ressource naturelle. Finalement, la vie juridique d'une goutte d'eau est assez tumultueuse. D'abord, elle est considérée comme un élément naturel lorsqu'elle tombe du ciel ou alors lorsqu'elle se trouve dans une nappe phréatique ou s'écoule d'un glacier. Mais elle devient ensuite un objet de propriété privée lorsque l'on parvient à la capturer, ou bien un objet de propriété publique lorsqu'elle s'écoule dans un cours d'eau domanial, par exemple. Son usage est tantôt privatif, tantôt collectif. En somme, un cycle écologique de l'eau, au cycle écologique de l'eau correspond à un cycle juridique. Merci Gaëtan. En effet, cette idée de cycle juridique et de cycle écologique fait écho à des réflexions de géographes. En effet, les géographes considèrent qu'on est passé d'un cycle hydrologique, celui de la petite goutte d'eau qui tombe du nuage et qui descend jusqu'à la mer pour être évaporée, celui qu'on a tous appris en sciences de la vie et de la terre au collège et au lycée. On est passé de ce cycle hydrologique à un cycle hydrosocial qui présente trois composantes d'après Jamie Linton et Jessica Buds. La première composante, ça va être la composante naturelle au sens de la molécule H2O, celle qui donne son nom à l'EUR. Et l'idée, c'est que à la fois la qualité
mais aussi la quantité de l'eau vont jouer un rôle fondamental dans la valeur. Donc, ces deux composantes de gestion quantitative et qualitative vont être fondamentales. Et pour illustrer mon propos, on peut s'appuyer sur la question du débit des cours d'eau. Si on prend un cours d'eau comme le Rhône, la hausse du débit réservé, c'est-à-dire la hausse de la quantité d'eau pour favoriser, on va dire, les milieux écologiques, cette hausse des débits, dans le cadre d'un plan de restauration écologique, emmène de facto moins d'eau à turbiner dans les centrales. Donc, on voit bien là qu'il y a deux usages mis quelque part comme en concurrence, en compétition. Un usage de production hydroélectrique, où chaque goutte d'eau est une potentielle manne à valoriser, et d'autre part, une approche plus écologique, où l'eau devient un milieu de vie pour la faune et potentiellement la flore. Et pour compenser ce manque à gagner, dans le cadre du Rhône, la Compagnie nationale du Rhône a proposé des petites centrales hydroélectriques sur les bras court-circuités pour compenser le manque à gagner. Et ce qui est intéressant dans cette idée-là, c'est que derrière un débit, on pourrait croire qu'on a une molécule H2O qui est naturelle, mais on se rend de plus en plus compte qu'un débit, en fait, c'est un arbitrage entre différents usages dans le cas d'un débit anthropique. Et de plus en plus, nos cours d'eau ont des débits anthropiques, notamment liés à des barrages ou à d'autres infrastructures, par exemple des canaux. Et donc, derrière un chiffre, X mètres cubes, eh ben, en fait, il y a des arbitrages entre des usages. Ce qui m'amène à la deuxième composante. Cette deuxième composante, elle s'appuie sur tout ce qui est réseau d'infrastructures et technologie. L'idée, c'est que ce qu'on apprend avec le cycle hydrologique, c'est par exemple que l'eau, elle est dans un bassin versant. Et quand on regarde les sociétés, de plus en plus, l'eau, elle est en dehors de son bassin versant, du fait notamment de canaux, de pompes, ce qui fait dire à un géographe comme Eric Swingoudou que l'eau ne ruisselle plus en fonction de la pente, mais elle ruisselle en fonction de l'argent. C'est-à-dire qu'elle ruisselle là où il y aura des ressources à valoriser, par exemple, on peut penser à l'irrigation, à l'urbanisation et ainsi de suite. À mon avis, un bon exemple, c'est ce qui se passe en Californie, où l'eau du nord de la Californie, notamment du bassin versant du Sacramento, est envoyée vers le sud via des pompes très énergivores, via un système de canal, pour permettre de développer l'irrigation, mais également l'urbanisation. Donc, la première composante, c'est H2O. La deuxième composante, c'est les infrastructures et les techniques. Et la troisième composante, on le voit apparaître sous-jacent quand je parle d'irrigation, d'urbanisation, ce sont les organisations socio-économiques et bien évidemment les relations politiques qui sont également reflétées, mais aussi reproduites par l'eau. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui, nos paysages de l'eau, ils sont le fruit de ces relations socio-économiques et historiques. Par exemple, si on regarde le paysage du Rhône, je garde le Rhône, comme on est quand même sur le UR H2O Lyon, ce paysage-là, en fait, c'est le fruit d'arbitrage dans un contexte où la France, face aux destructions de guerre en 1945, a tenté de retrouver un rayonnement politique et a également tenté de se reconstruire économiquement et socialement. Et ce qui est important, c'est que les premiers aménagements du Rhône, donc on va dire la phase 1945-1960, quand je dis premiers aménagements, c'est au sens de la CNR, il y en a eu avant, donc au sens de la Compagnie nationale du Rhône. Ces aménagements-là, après la guerre, devaient permettre de reconstruire la France, de proposer des ressources, notamment énergétiques, tout en remettant au premier plan la fonction du président de la République, fonction qui avait été un peu écornée par les événements récents, tout en s'inscrivant dans un idéal de modernisation, c'est-à-dire qu'on a construit notamment le Rhône sur le modèle de la Tennessee Valley aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on s'est inspiré de ces barrages avec plusieurs usages pour reconstruire le Rhône. Par ailleurs, en plus de l'inspiration états-unienne, s'ajoute un autre facteur géopolitique, qui est le plan Marshall, qui a pu financer certains de ces aménagements du Rhône. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que donc, 5 barrages ont été construits entre 1945 et 1960 sur le Rhône par la Compagnie nationale du Rhône. On a construit un paysage ex nihilo, celui du Rhône court-circuité, avec des îles et des launes, et puis de l'autre côté, une retenue, un barrage, un canal d'amis. Et tout ce modèle-là, tout ce paysage, on va dire, ce motif paysager s'explique par des facteurs économiques et politiques à la fois. Donc, je pense que ces 3 composantes sont essentielles, puisqu'on voit bien comment la composante naturelle, la composante aménagement et la composante politico-économique, mais également sociale, permet de comprendre l'eau en contexte. Et ça, c'est important, la valeur de l'eau est forcément liée au contexte,
Et elle est à la fois le miroir de ce contexte, mais aussi la matrice de ce contexte. Et je pense que ce double couple miroir-matrice est aussi important pour comprendre la valeur de l'eau aujourd'hui. Eh ben, j'entends qu'on parle de valeur économique, et je ne sais pas si on a en fait tous les mêmes idées de ce qu'est la valeur économique, en tout cas pour un économiste. Mais je vais commencer, on parlera peut-être de valeur un petit peu plus loin. Là, moi, je voulais juste parler un petit peu d'importance, puisque la question était ici sur l'importance et du point de vue économique, l'importance de l'eau et en un certain sens total, quoi. L'eau est à la base de tous les processus économiques, que ce soit directement ou indirectement, parce qu'elle est indispensable à la vie. Donc, si je parle d'importance de l'eau sur le plan économique, bah, je lui assigne essentiellement toute la production, toute la production économique. Mais elle n'est pas seule comme ça, hein. Évidemment, l'air ou le travail. Hein. Donc, ce n'est pas une notion super opérationnel pour les économiques, l'importance, parce que très vite, on arrive dans des sortes d'impasses comme ça, où effectivement, on, on arrive on arrive à des notions d'importance qui sont, qui embarquent toute l'activité économique. Alors, on pourrait aussi parler de la valeur d'un litre d'eau de plus, par exemple d'un litre d'eau potable pour un ménage, ou un litre d'eau pas forcément potable pour une entreprise, par exemple agricole, ou un litre d'eau de plus pour une rivière, dans un contexte peut-être où on se pose la question de l'aménagement. Alors, un litre pour une rivière, c'est rien. Enfin, c'est la notion de, plutôt que de regarder l'importance totale, c'est de regarder des petits changements, ce qu'on appelle marginal pour nous. Marginal dans le sens pas secondaire, mais associé à un petit volume. Et ça a peut-être plus de sens de parler de valeur dans ce sens-là. On y arrivera plus tard. Ça ressemble du coup à un petit peu à un prix, puisque là, si je dis l'importance d'un litre d'eau, qu'est-ce que ça peut être? Cependant, en économie, sur un marché, c'est l'abondance relative d'un bien ou d'un service qui détermine le prix, hein. Les diamants sont chers parce qu'ils sont rares, mais ils sont virtuellement sans importance sur l'économie. Et s'il n'y avait plus de diamants, l'économie ne serait probablement pas beaucoup affectée. Alors que s'il n'y avait plus d'eau, bien évidemment, il n'y aurait plus d'économie. Donc le prix, ce n'est pas l'importance économique. Le fond de l'importance économique ne vient pas du prix. De même, le fait qu'il y ait un marché ou qu'il y ait des opérateurs privés ne reflète pas non plus l'importance économique, assez paradoxalement, hein. L'air n'a pas de marché, mais est cependant indispensable à un fonctionnement économique. Un système de loi est également indispensable au fonctionnement économique et n'ont pourtant pas de marché, hein. Du coup, les notions de valeur économique vont assez rapidement dans ces dimensions un petit peu environnementales se déplacer sur des considérations paradoxalement non marchandes. Donc, on a, par contre, on a souvent, je dois bien le voir dans les, on va dire peut-être dans la presse ou dans des considérations peut-être un peu plus politiques, une certaine confusion entre prix et valeur qui peut entraîner des difficultés dans la gestion de la ressource. L'absence d'un prix, souvent quand on gère une ressource comme l'eau, à un moment donné, va intervenir peut-être pour des questions juridiques, peut-être pour d'autres, pour des questions plus politiques, va intervenir des questionnements de calcul économique. Ça, j'y viendrai un petit peu plus dans le point suivant, mais essentiellement, comment est-ce qu'on décide là où on a une certaine action? Et si je n'ai pas de prix, alors on a vu par le passé que pas de prix aboutissait, c'était la même chose qu'un prix zéro dans beaucoup de circonstances, pas forcément dans toutes les circonstances. Et je suis bien d'accord qu'il y a des systèmes dans lesquels ça s'est développé autrement. Mais enfin, il y a beaucoup de cas où l'absence de prix a amené à un prix implicite zéro, ce qui fait que les, 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 les choses typiquement non marchandes
qui ont eu un prix zéro ont été en dehors des décisions de politique économique et donc ont entraîné des abus dans la gestion de la ressource. Donc la question, ça va être un petit peu qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de sortir de ça. Mais pour résumer, donc, sur l'importance, peut-être pour clore ce point, hein, l'eau a une importance égale à toute l'activité économique. Il y a même eu un papier, alors pas directement sur l'eau, mais sur les écosystèmes économiques. Bah, c'est facile de répondre à ça. Quelle est la valeur de tous les écosystèmes? Bah, c'est toute la production économique. C'est ce qu'on appelle la valeur totale, mais ce n'est pas très opérationnel. Hein. Donc, on va du coup parler plutôt de valeur marginale au pluriel, puisque j'ai déjà évoqué plusieurs usages, et donc à ces différents usages vont être associées des valeurs marginales différentes, mais celles-ci ne sont pas les prix. Voilà. Comment définir la valeur de l'eau, puisque c'est quelque chose de complexe qui ne se réduit pas, comme vous l'avez indiqué, à un prix. Et puis voilà, l'idée, c'est d'avoir vos différents points de vue sur cette valeur de l'eau. Peut-être qu'on peut, du coup, Philippe, si vous pouvez enchaîner sur qu'est-ce que la valeur en économie et qu'est-ce que la valeur de l'eau. D'accord, donc poursuivons là-dedans. Il y aurait aussi peut-être la notion de coût hein, qu'on pourrait envisager, mais ça nous amène pareillement, comme le prix, pas forcément bien loin, parce qu'il y a tout un tas de... En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a de multiples notions d'eau qui pourraient avoir une valeur. On peut parler d'eau du robinet, et alors on peut calculer un coût d'amener de l'eau potable dans les ménages. On a aussi l'eau en bouteille, mais il y a l'eau qui est dans les rivières, et il y a l'eau qui est dans les nappes, et puis il y a l'eau usée. Toutes ces choses ont des coûts différents, et comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Bon, alors, ce qui a préoccupé les économistes, c'est d'avoir une notion de valeur dans un contexte de politique publique, c'est-à-dire dans un sens très large, hein, dans une situation où on veut décider collectivement sur ce qu'on veut faire, mais on n'a pas tous les moyens qu'on aimerait. Ça, c'est vraiment systématique de l'économie, qui est la décision de l'allocation des moyens quand on a des moyens limités. Ça, c'est le domaine de l'économie. L'économie ne fait pas fondamentalement autre chose que ça. Hein. Donc, ce sont des questions comme est-ce que je dois construire une certaine route, est-ce que je dois construire un hôpital, est-ce que je dois protéger une zone naturelle? C'est une question économique, enfin pas que économique, mais aussi économique, de protéger une zone naturelle dans le sens où pour protéger une zone naturelle, ben, on va y allouer des ressources publiques et la question tout de suite se pose, pourquoi est-ce que je mets de l'argent à cet endroit-là ou des ressources de façon plus générale, plutôt qu'ailleurs. Hein. Je peux aussi poser cette question sur des normes sur l'eau de distribution, hein, c'est aussi une politique. J'ai des milliards de politiques comme ça. Et dans beaucoup de cas, pas forcément dans tous les cas, une question qui peut se poser, c'est de dire que les ressources publiques soient assignées là où elles font le plus de bien. Et ça, c'est la question de l'efficience économique des décisions collectives. Hein, sur le fond, ça semble assez raisonnable, c'est de dire, bah, voilà, j'ai un certain paquet que je vais pouvoir utiliser, comment est-ce que je le répartis pour qu'il soit le mieux utilisé. Hein. Donc les économistes appréhendent cette idée de faire le plus de bien par la notion de disposition à payer individuelle, ou DAP. Je vais essayer de ne pas le faire, mais parfois je dis DAP parce que c'est un outil vraiment très, très courant. Hein. Donc dans un contexte d'allocation des ressources publiques, on voudrait comparer des coûts, par exemple les coûts de construire un barrage ou les coûts de construire une station d'épuration, avec des bénéfices. Et ces bénéfices, c'est toutes sortes de choses. Il peut bien sûr y avoir des bénéfices marchands, qui sont en espèces sonnantes et trébuchantes, des choses qui sont échangées. On peut aussi imaginer des bénéfices. Si je construis une station d'épuration, par exemple, ben, peut-être que l'eau qui arrive ensuite dans mes nappes phréatiques, je devrais faire moins d'efforts pour la rendre potable. Donc ça va être rapidement un coût
que je peux mesurer, hein. Mais je peux arriver très vite dans des bénéfices qui sont complètement non marchands. Par exemple, construire la station d'épuration va peut-être améliorer la biodiversité de ma rivière, et ça, j'ai pas de marchand. Pas de marché pour ça. Pourtant, c'est un point important. C'est même là, dans ce contexte-là précisément, que les notions de disposition à payer ont été développées, puisque c'est les premiers à développer ça. C'est ce qu'ils appellent aux États-Unis le Army Corps of Engineers. C'est les gens qui sont en charge de faire les barrages, et ils ont été, je pense, à partir des années 20, mis en demeure de justifier les bénéfices de construire des barrages, y compris les bénéfices qui ne touchaient pas du tout la sphère économique. Donc, ils ont très vite été mis en demeure de fondamentalement convertir des bénéfices non marchands en quelque chose qui pouvait comparer au coût de construction du barrage, hein. Donc, une idée centrale, c'est de ramener tout en une seule unité de compte et de faire comme ça donc une analyse économique. Si mes bénéfices sont plus grands que mes coûts, eh ben, je devrais aller. Je devrais avancer avec le projet, je devrais faire le projet, hein. Donc, la notion de valeur en économie, celle qui est la disposition de payer, celle qui est utilisée fréquemment, c'est donc pas un prix, c'est donc pas un coût, mais c'est bien quelque chose d'individuel. C'est ce que chaque personne serait disposée à payer pour obtenir un certain bien ou service, marchand ou non. Et ce certain bien ou service, ça peut être des choses comme 1 litre d'eau potable dans mon robinet, comme avoir un peu plus de trucs dans le Rhône. Tout est possible, puisque à la fin, il s'agit quand même de comparer avec les coûts de mener à bien la politique. Donc, évidemment, cette disposition à payer est différente d'individu à individu. On voit bien qu'il y a une perspective individualiste là dans l'approche économique, hein. Et donc, l'idée, c'est qu'alors, arriver à estimer ces dispositions à payer, donc ça, c'est un ensemble de techniques qui sont en fait quand même assez complexe sur le plan statistique. Lorsqu'on arrive, donc on fait des estimations des dispositions payées, et puis on les somme et on les compare au coût. Mais même ça, à part le fait que les dispositions à payer sont seulement connues des individus, c'est pas très simple. Les techniques sont moyennement fiables, on les exploite depuis des dizaines d'années, mais leur fiabilité est toujours sujette à caution. Quand c'est assez loin d'un marché, les valeurs, les dispositions à payer qu'on dérive sont difficiles à évaluer parce que les personnes ne sont pas familières. Certains psychologues disent que ce sont des chiffres qui ne veulent rien dire. La dimension éthique de l'approche est parfois questionnée, hein. Quand la politique en question, ce sont des politiques qui ont un impact sur la santé humaine, on parle de marchandisation de la santé humaine. Alors, je pense que ce n'est pas ça l'objectif au fond, mais enfin, c'est le fait d'associer des coûts avec des impacts sur des choses qui nous touchent. Par ailleurs, des bénéfices ou même certains coûts ne peuvent apparaître que relativement loin dans le futur. On pense bien sûr maintenant aux questions de changement climatique, hein. Si on lutte contre le changement climatique, c'est des coûts maintenant avec des effets dans longtemps. Donc, comment est-ce qu'on compte ces effets dans longtemps? Si on s'attache à cette approche de ramener des bénéfices et des coûts dans une même unité, hein. Ou ce sont parfois aussi des bénéfices qui arrivent seulement si certaines conditions se présentent. Donc, il y a une notion de risque quand on mène à bien une certaine politique avec certaines intentions, ça ne marche pas toujours. Donc, comment est-ce qu'on... Et puis finalement, il y a la question de la population pertinente, c'est-à-dire quand on touche aux bénéfices non marchands, si je repars sur ma qualité du Rhône, qualité de l'eau dans le Rhône, qui est bénéficiaire de ça? Les gens qui habitent directement à côté du Rhône ou toute la population française? Où est-ce qu'on s'arrête? Donc ça, c'est pas facile, hein. Donc tout ça, ce sont des critiques, hein, d'autant plus que les résultats, lorsqu'on applique les techniques, les résultats sont parfois assez variables. Mais fondamentalement, c'est comme souvent une critique sur la raison même
de l'approche par disposition à payer, qui est celle de monétiser, de ramener tout dans une seule unité avec une intention qui est celle qui est fondamentalement le bénéfice collectif. Voilà, donc en synthèse, la notion de valeur en économie, c'est la disposition à payer. Il n'y a pas une valeur de l'eau, il y en a une infinité selon les contextes, les politiques qu'on essaye d'évaluer. Donc la valeur dépend du contexte. Voilà, je vais en rester là peut-être pour cette partie peut-être un petit peu plus théorique. Merci Philippe pour cet éclairage économique et cette explication sur la DAP. On y reviendra peut-être. Émeline et Gaëtan, quel est votre point de vue dans vos disciplines par rapport à comment définir cette valeur de l'eau? Gaëtan, peut-être, oui. Allez, je me lance. C'est intéressant parce que la présentation de Philippe amène à plein de réflexions par rapport au lien entre cette marchandisation, entre guillemets, en tout cas le fait d'appliquer un coût pour identifier la valeur de l'eau. Finalement, on va le retrouver aussi en droit sous plusieurs aspects. Et du coup, on va y revenir. D'un point de vue du droit, on peut dire que la valeur de l'eau est définie finalement soit par la réglementation applicable, soit notamment par la contractualisation, donc le fait que justement on intègre l'eau dans un commerce. Et quand je parle de commerce, c'est le commerce juridique, c'est finalement lorsque l'on considère un élément comme un bien qui fait l'objet d'échanges entre personnes, qu'elles soient privées ou publiques. Et donc c'est la réglementation qui va donner une valeur sociale à l'eau, et la contractualisation aussi va donner cette valeur économique ou cette valeur marchande à l'eau. Ce qui va donner aussi ce qui va conditionner plus exactement la valeur de l'eau, c'est l'usage qu'on va en faire, et sa disponibilité, et aussi sa qualité, puisqu'on va rechercher aussi à identifier la valeur intrinsèque de l'eau, indépendamment de ces échanges-là, parfois. D'abord, on va pouvoir voir cela avec au moins 3 exemples. D'abord, le fait que l'usage de l'eau fasse l'objet de normes, donc de normes juridiques, le fait que du droit s'applique à l'eau, aux usages de l'eau et à la gestion de l'eau, traduit finalement l'intérêt de la société pour cette ressource et donc sa valeur. Puisque là où il y a du droit, il y a des intérêts sociétaux. C'est la société qui crée le droit et finalement qui organise les rapports au sein de cette société-là. Donc finalement, si on considère un élément comme suffisamment important pour faire l'objet d'une gestion juridique ou d'une gouvernance juridique, eh bien, ça veut bien dire qu'on donne à l'eau une certaine valeur. D'ailleurs, les usages auxquels est destinée l'eau sont généralement toujours encadrés, souvent restrictifs. Ainsi, en droit français, la plupart des usages de l'eau sont soumis à un mécanisme d'autorisation préalable. C'est ce qu'on appelle la police administrative. Avant de pouvoir faire usage de l'eau, avant de pouvoir en faire usage pour l'irrigation, afin de pouvoir effectuer un forage au sein d'une nappe phréatique pour pouvoir puiser de l'eau potable, on va toujours demander à l'autorité administrative une autorisation. Ou parfois, on va simplement faire une déclaration, mais n'entrons pas dans les détails. En tout cas, on a toujours l'intervention de l'autorité administrative qui va venir sanctionner la possibilité de faire usage de l'eau, dans la plupart des cas. Donc, le fait qu'on ait cette publicisation via cette police administrative, puisque c'est l'autorité publique qui va venir réglementer tout cela, montre la valeur qu'on attache à l'eau, à son usage, et la préservation de sa qualité également. Avant même de faire l'objet d'une exploitation commerciale, tout prélèvement de cette ressource est strictement encadré. Cet ensemble d'obligations découle du statut que l'on donne à l'eau, qui est un patrimoine commun de la nation. C'est la loi qui élève l'eau, la ressource en eau, au sein de ce patrimoine commun de la nation. C'est-à-dire qu'on va patrimonialiser
cette ressource. Et on va avoir plusieurs conséquences à cela, notamment le fait que, c'est encore une fois la loi, qui nous dit que la préservation de cette ressource en eau et sa gestion équilibrée et durable est d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on va légitimer, encore une fois, l'intervention de l'autorité administrative de l'État, le plus souvent, pour pouvoir réglementer les usages de l'eau ou pour pouvoir instituer également des services publics qui vont être centrés sur la gestion et le partage de l'eau. Toutefois, ces normes qui vont s'appliquer à la gestion, au partage, à la gouvernance de l'eau en général, ces normes ne sont pas exclusivement étatiques. On ne va pas simplement être face à la loi ou au règlement, mais parfois ces normes peuvent prendre la forme de règles contractuelles. On va les trouver donc dans un contrat. Qu'il s'agisse de contrats publics, par exemple des concessions domaniales, qui sont octroyés par un propriétaire public à un opérateur généralement privé pour faire usage de domaine public fluvial. Donc, par exemple, pour être un petit peu plus clair, par exemple, les usages propres à l'exploitation du Rhône, qui est un fleuve qui appartient au domaine public, eh bien, doit faire l'objet d'une concession. Lorsque l'on va installer un barrage ou une installation de production d'électricité à partir de l'énergie hydraulique, c'est ce que mentionnait tout à l'heure Emeline, hein, eh bien, ces barrages, ces installations vont faire l'objet d'une concession, où elles vont être, encore une fois, autorisées. Et c'est l'organisme public qui va délivrer ces concessions. Et ça va prendre la forme d'une espèce de contrat public. Mais l'eau va aussi faire l'objet d'échanges commerciaux et donc va faire l'objet de contrats privés. On va parler de vente, de prestations de services, notamment. C'est alors l'usage de l'eau prévu par ce contrat, mais également le marché en lui-même qui vont conduire l'éco-contractant à établir un prix et donc une valeur à l'eau. C'est bien le contexte dans lequel on va conclure le contrat qui vont conditionner le prix et donc la valeur de l'eau. Ensuite, la disponibilité de l'eau elle-même conditionne sa valeur. Plus celle-ci sera accessible, moins sa valeur sera importante, en tout cas théoriquement. Lorsqu'on parle d'accessibilité, c'est pas forcément l'abondance de l'eau, puisque parfois l'eau peut être abondante. On voit par exemple aux actualités en ce moment le fait qu'on ait d'importantes inondations en Australie. L'eau est abondante, mais en même temps, on n'en a pas forcément besoin. Par contre, dans 6 mois, lorsque il va y avoir des épisodes de sécheresse sur la même Australie, eh bien, on va dire que l'eau sera moins présente, l'eau est moins accessible. Donc, on a une différence en fait entre l'accessibilité, la disponibilité de l'eau et finalement son abondance, sa présence dans le milieu. Et donc, tout ça va être là aussi intégré par le droit, dans le sens où le droit va essayer de prendre en considération cette disponibilité qui est directement liée à la qualité de l'eau. Et c'est pourquoi la législation va fixer des objectifs, tant qualitatifs que quantitatifs, afin d'avoir toujours cet objectif de gestion équilibrée et durable de l'eau, qu'il s'agisse des eaux de surface ou des eaux souterraines. Ainsi, porter atteinte à la qualité de l'eau, à l'occasion d'une pollution accidentelle, par exemple, va donc nuire à sa disponibilité et va donc nuire à l'usage possible par autrui. On va également nuire à l'occasion d'une pollution, qu'elle soit accidentelle ou non, aux services écosystémiques qui sont rendus par l'eau et les milieux aquatiques. Et donc, on va porter atteinte à la valeur de l'eau.
C'est pourquoi toute dégradation de l'eau, des milieux aquatiques, peut faire l'objet de sanctions. On a dans le droit un certain nombre d'infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions pénales, hein, notamment le délit de pollution des eaux, qui est très intéressant en droit de l'environnement. Un autre moyen de préserver la qualité de l'eau et donc sa valeur intrinsèque, c'est là encore de passer par le fait de donner un coût économique à l'eau, à son usage ou à l'impossibilité de son usage. Finalement, c'est ce qu'on retrouve dans le système des paiements pour services environnementaux, hein. On va tenter de donner une valeur économique, ou en tout cas financière, monétaire, à l'élément naturel, donc l'eau et les milieux aquatiques, afin de rémunérer les actions pour leur préservation. De la même manière, on va chercher à donner un prix à certains éléments de nature lorsqu'on va chercher à réparer des atteintes. Tout à l'heure, je parlais de pollution. Comment peut-on faire pour réparer lorsque l'on détruit un milieu naturel? Eh bien, parfois, pour réparer ce préjudice, on parle aujourd'hui de préjudice écologique, pour réparer ce préjudice, certes, on va avoir des mécanismes de réparation en nature, donc on va remettre en état, hein, le milieu, le site, mais on va pouvoir aussi indemniser la personne qui va représenter l'environnement. Aujourd'hui, ce sont souvent les associations de protection de la nature, pour simplifier. Et donc pour ça, il va falloir, là encore, donner un prix. Donner un prix et donner un coût de cette atteinte à l'environnement, donner un coût à la pollution. Et donc c'est ici que va être très intéressante l'interaction entre le droit et la science économique. Enfin, et pour finir là-dessus, on peut se demander également qui, en droit, va être garant de l'estimation de cette valeur. Eh bien, parfois, on va pouvoir se dire, dans certains cas, que c'est le juge qui va être garant de cette valeur, ou en tout cas, qui va être garant de l'équilibre dont parlait tout à l'heure Philippe entre le coût et les bénéfices. Donc, entre, par exemple, le coût qui est engendré, le coût environnemental qui est engendré, par exemple, par l'implantation d'un projet d'aménagement qui porterait atteinte à l'eau et au milieu aquatique, et les bénéfices de ce projet. Ainsi, le juge, notamment le juge administratif, va chercher à identifier l'intérêt général, l'utilité publique, l'intérêt public majeur de ce projet. Et vont intégrer cette mise en balance de l'ensemble des éléments positifs et de l'ensemble des éléments négatifs qui sont induits par le projet, eh bien, les capacités pour les porteurs de projets à prévoir des réparations, que ce soit en nature, on parle alors de mesures compensatoires, qui là aussi vont pouvoir faire l'objet d'une estimation d'un coût et donc d'une valeur. Merci Gaëtan. Emeline, peut-être si tu veux compléter un petit peu, ou Philippe, je vous laisse prendre la parole. Je vais peut-être compléter rapidement. C'est vrai que mes collègues Philippe et Gaëtan sont clairement les plus compétents parce qu'en géographie critique et radicale, la géographie que je pratique, il y a une certaine réticence à donner une valeur à l'eau, au sens où souvent on associe valeur, marchandisation et donc omniprésence du prisme économique. Alors cette critique, elle ne vient pas juste en géographie critique et radicale, on la trouve chez d'autres penseurs en sciences humaines et sociales, par exemple en philosophie ou autre. En plus de cette réticence, c'est vrai qu'il y a aussi une difficulté vraiment au sens comment vraiment donner une valeur et acquérir les données. Je pense par exemple, en tant que géographe qui travaille sur les environnements urbains, il est très difficile de savoir finalement qu'est-ce que rapporte par exemple une vue sur le Rhône, une vue sur l'eau. Alors, on a des quartiers faciles, par exemple la Confluence, comme ça a été un quartier construit ex nihilo, à peu près construit à la même période, on peut comparer les prix d'achat, même si c'est très difficile parce qu'à chaque fois, l'architecte est différent, les finitions sont différentes. Bref, il y a plein d'éléments qui font qu'on va avoir du mal à donner une vraie valeur.
Mais on peut quand même dire, même si ce n'est pas souvent des données publiques, il faut aller vers les promoteurs immobiliers, que vu sur Darse, à la construction de Confluence 1, c'était à peu près 6 000 € le mètre carré. Dans l'îlot central, donc plus éloigné de la Darse et de l'eau, on était à 4 000 € le mètre carré. Mais une fois que j'ai dit ça, on est aussi sur des biens très différents, puisque les biens avec vue sur l'eau, il y avait toute une partie duplex, des choses qui sont très valorisées. Et donc, c'est assez difficile pour des géographes en urbanisme de détecter en fait quelle est vraiment la place de l'eau par rapport à d'autres critères. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, moi, le choix que j'ai fait, c'est plutôt de m'orienter vers les circuits des capitaux. Et je développe notamment cette idée avec Mathieu Adam dans notre ouvrage sur le capital dans la cité. Alors, on n'est pas les premiers à le faire, c'est à la suite des travaux du géographe David Harvey, qui est de dire on va étudier comment circulent les capitaux. Ça nous permet de sortir du modèle prix-coût pour voir plutôt globalement quels sont les flux de capitaux. Quel est le postulat derrière? C'est de dire que le capitalisme fonctionne par suraccumulation, donc plus-value et suraccumulation de la plus-value, et qu'il y a des moments où il n'y a pas assez de plus-value. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on note? Le capitalisme va se déployer ailleurs ou autrement. Et donc, ces moments de bascule des systèmes capitalistes vers d'autres espaces, notamment pour éviter la crise économique, permet de cerner un peu ces circuits de capitaux. Et ça, c'est très probant dans une approche géohistorique. Par exemple, si on reste sur nos fronts d'eau urbains à Lyon, le premier circuit du capital, ce serait au moment où on a créé des quartiers industriels avec une production et une consommation immédiate au niveau du front d'eau. Donc pour les Lyonnais, ça correspondrait au quartier de la Mouche, qui était un quartier à la fois lié à la voie ferrée et à l'industrie. Puis il y a eu une phase de deuxième circuit au milieu fin 19e, où les capitaux, cette fois-ci, sont déplacés vers des infrastructures de production et de consommation. Et c'est là où, notamment, on a construit les quartiers portuaires. Donc, à Lyon, le quartier du port Rambaud, qui est maintenant dans la Confluence, puis le port Édouard Herriot. Ensuite, on a une phase de troisième moment. Alors, quand je dis troisième circuit, ils peuvent être bien sûr concomitants. Le premier ne remplace pas le deuxième. Il se développe en parallèle. Il faut l'imaginer comme une surimposition des circuits. Le troisième circuit, lui, va se reposer sur les investissements à long terme, notamment vers les secteurs de l'enseignement, mais également de la santé. Et à Lyon, on a un quartier qui est emblématique de ça, c'est Berge-du-Rhône, où on va trouver l'Université Lyon 2, l'Université Lyon 3 et l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc. Donc, on est bien dans ce redéploiement des capitaux autour des fronts d'eau. Et enfin, il y a le quatrième circuit qui correspond plutôt à un circuit lié à la quête d'un capital symbolique, plutôt de l'ordre du divertissement, du jeu, de la mise en scène, avec un accent très fort sur le virtuel. Le futur, c'est quelque chose qu'on va apparaître dès les années 70-80 et qui est encore en plein essor. Et clairement, le quartier Confluence s'inscrit vraiment dans ce quatrième circuit du capitalisme en mettant l'accent sur tout ce qui est plus-value, notamment en lien avec les loisirs, la restauration, mais également la culture avec des entreprises liées aux médias et également tout ce qui est innovation, mise en scène de l'innovation, notamment par des modes de transport vus comme innovants. Tout ça pour dire que le géographe va avoir tendance à déplacer la focale pour voir comment des formes matérielles du capitalisme permettent de penser ces différentes valeurs données à l'eau, qui sont à la fois successives, mais aussi en surimposition, puisque la ville se construit toujours sur elle-même, avec le cours d'eau à proximité. Et c'est vrai que cette valeur donnée à l'eau, c'est quelque chose d'assez complexe pour les géographes à aborder, à la fois parce qu'on n'a pas les mêmes outils méthodologiques, mais également parce qu'on n'a pas les mêmes questions, puisque une des grandes questions du géographe, c'est de spatialiser cette valeur, et notamment sur des périmètres qui peuvent être très importants. Et c'est là où ça rentre en écho avec ce que Philippe a dit. Quand on travaille sur des individus ou quand on travaille sur des quartiers, forcément, on n'est pas tout à fait sur les mêmes questions méthodologiques en termes de valeur donnée à l'eau. La troisième question qu'on voulait aborder et qui rejoint un peu le thème donné cette année par l'ONU à la Journée mondiale de l'eau, c'est est-ce que finalement, pour vous, d'après votre discipline, mais aussi votre expérience et votre analyse, est-ce que mieux appréhender la valeur de l'eau, ça permet de la préserver, vu toutes les dimensions que vous avez données et l'aspect également de marchandisation dont vous avez parlé. Quel est votre avis?
Donc, la question, c'est mieux appréhender la valeur de l'eau, permet-elle de la préserver? J'entends bien qu'il y a beaucoup de notions de valeur. Les notions de valeur qu'Emeline vient de mettre en avant ne sont pas non plus celles que j'avais mises en avant. Donc, je reviendrai plutôt sur mes valeurs à moi, hein, donc sur la question de l'utilisation de la disposition à payer pour dans les politiques autour de l'eau. Donc, je ne sais pas si ça permet mieux de la préserver. Pour pouvoir répondre à ça, il me faudrait une sorte de test scientifique où, d'un côté, j'aurais un groupe témoin de politique publique où on décide sans savoir la valeur de l'eau, et un autre groupe test sur lequel on décide en utilisant la valeur. Hein, et puis, une sorte d'indicateur commun à l'ensemble de ces politiques de leur succès. Hein, peut-être un certain niveau de polluants. Je n'ai pas cette réponse scientifique en général. Hein. C'est une bonne question, assez difficile à répondre. Mais donc, je vais répondre pas très scientifiquement en disant qu'il me semble que la popularité de l'analyse économique dans les prises de décisions politiques va croissante, et peut-être qu'on peut se dire que c'est parce qu'il y a une amélioration de la décision. Mais on pourrait aussi se dire que c'est parce que c'est relativement plus facile de faire des calculs de valeur maintenant que ça l'était par le passé, hein, puisque l'amélioration générale des systèmes d'information, la facilité avec laquelle on peut obtenir des données, par exemple, sur le prix des logements, comme en parlait Emeline, mais aussi avec laquelle on peut faire des enquêtes. Et, c'est une facilité qui va croissante par rapport à ce qu'on a connu. Donc, les chiffres sont peut-être plus facilement disponibles. On peut peut-être aussi y voir une forme de démission politique. Hein, à partir du moment où vous avez un critère quantitatif, ça rapporte plus que ce que ça coûte. Il y a moins de décisions politiques à avoir, et peut-être que certains décideurs sont friands de ça. Donc ça expliquerait peut-être la popularité de l'analyse économique dans les décisions politiques. Bon, il y a peut-être... Je ne sais pas. Hein, moi, je dirais qu'en gros, il y a quand même une amélioration. Ces procédures sont révisées de temps en temps. Et actuellement, pour tous les grands projets en France, alors je ne connais pas les législations de tous les pays, mais je pense qu'en gros, c'est la même chose dans tous les pays occidentaux. Dans tous les grands projets publics, il faut maintenant faire une analyse économique avec bénéfices non marchands qui est suivie d'une contre-expertise derrière. Et donc, il y a des gens dont c'est le métier d'essayer de voir si l'ensemble des coûts et des bénéfices marchands et non marchands ont bien été pris en compte. Pour autant que je puisse voir, en France, on n'est pas très pionnier sur la prise en compte de tous les bénéfices non marchands. Les anglo-saxons ont été plus pionniers que nous. Hein. Tous les bénéfices non marchands ne sont pas systématiquement pris en compte, ce qui fait que la contre-expertise dont je parlais tout à l'heure est souvent critique des analyses économiques sur les projets publics en pointant du doigt des manques, mais ce n'est pas forcément ça qui empêche le projet d'aller de l'avant. Je pense qu'on fait des progrès, mais on n'y est pas. Je pense que vous aviez mis dans vos diapos un tableau oui, qui est celui-là, où c'est juste, ça n'a rien de... Il ne faut pas s'arrêter aux lignes ou aux chiffres qui sont sur le tableau. C'est simplement illustratif. Hein. C'est une source d'information mise en avant par le Commissariat général au développement durable il y a déjà quelques années, hein, sur l'évaluation économique des services rendus par les zones humides. C'est juste un petit extrait d'un grand tableau qu'on a mis là dans les diapos pour montrer. Hein. Donc ça, ce serait des chiffres qui aideraient à construire l'analyse économique qui ont pour vocation, enfin, c'est-à-dire les chiffres ont été dérivés la plupart du temps dans un contexte scientifique, mais sont repris ici par le commissariat au développement durable dans un contexte d'aide à l'analyse économique
pour des projets publics. Donc, on voit qu'il y a il y a des choses qui sont données. On a un certain site, hein, et puis certaines caractéristiques de ce qu'il faut prendre en compte ici. Amélioration du patrimoine écologique dans le cadre de la DCE. C'est vague, hein, évidemment. À partir du tableau, il faut aller voir le rapport ou la publication à laquelle ça fait référence. Et on voit qu'il y a des chiffres qui sont en euros par ménage et par an. Et donc, ces chiffres-là ont vocation à être réutilisés dans des contextes qui sont proches, ce qu'on appelle du transfert de bénéfices. Donc, il y a des études originales qui ont pour vocation d'estimer des bénéfices dans des contextes particuliers, mais ces études sont relativement chères et donc on publie des tableaux comme ça. Il y a beaucoup de tableaux comme ça. Il y a même des tableaux avec la valeur de la vie humaine et des choses comme ça. On voit bien que dans le domaine de l'eau, on est moins avancé ici parce qu'on est moins avancé que dans d'autres domaines en France, par exemple dans le domaine du transport, hein, ou la mobilité en France. Ces tableaux-là ont été synthétisés par des commissions qui ont travaillé pendant longtemps pour établir des valeurs qui sont consensuelles. Entre autres, quand on parle de transport, évidemment, on parle voilà, si on crée une route, forcément, ça va générer du trafic, ça va en économiser ailleurs. Donc, il y aura plus ou moins d'accidents. Que valent ces accidents au regard du coût de construction de la route, hein. Dans le domaine du transport, donc pour le ministère pertinent, ça a été fortement structuré. Pour l'eau, on voit qu'il y a des chiffres qui circulent, hein, qui sont ceux-là. On peut en trouver beaucoup d'autres, hein. Mais c'est moins, il y a eu moins de structuration. Alors, il y a aussi un contexte qui me rapproche du droit, qui est un petit peu différent, mais qui utilise les mêmes notions, qui est celui des procès en dommages et intérêts avec un préjudice environnemental. Alors, je vais après me faire taper sur les doigts par Gaëtan, parce que je n'utilise pas les bons mots, ça c'est certain. Généralement, quand j'ai un préjudice qui est d'ordre non marchand, hein. Donc là, c'est les États-Unis qui ont été pionniers là-dessus, mais j'entends que la législation européenne évolue graduellement sur le modèle de la législation états-unienne, et on a un cas historique fondateur qui est la marée noire de l'Exxon Valdez en 1989 sur les côtes de l'Alaska, qui n'a littéralement pas fait de dégâts économiques. Probablement, elle a amené des recettes économiques parce qu'il y a plein de gens qui se sont déplacés dans une zone où il y a littéralement personne. Donc, le peu d'industrie touristique qu'il y avait a fait des recettes formidables. Les gens se sont déplacés pour aider à nettoyer la marée noire. Le dommage principal de la marée noire était non marchand, c'est-à-dire qu'il y avait des espèces sauvages, que ce soit poissons, oiseaux, mammifères ou autres, qui ont été impactés. Donc, marine côtière, hein, bien sûr, hein, c'est une marée noire, hein. Donc, pour moi, ça touche la valeur, fondamentalement, c'est autour de la valeur de l'eau. Et donc, c'était ici, on parlait d'une perte transitoire estimée à l'époque à 10 ans de biodiversité côtière. Alors, c'est vrai sur un territoire assez gigantesque, enfin, pour une marée noire, hein. Et là, la valeur en 1989 était estimée à 3 milliards de dollars et le juge avait accepté cette valeur, et elle a eu clairement l'acceptation de cette valeur a fait évoluer la législation qui a clairement fourni des incitations plus fortes aux pétroliers pour essentiellement, en gros, éviter de prendre autant de risques dans le transport du pétrole. Donc, cette législation a ensuite été copiée assez bien sur le plan européen. Donc là, je dirais que c'est un cas où on peut dire qu'effectivement, une meilleure appréhension de la valeur de l'eau a aidé à la préserver. C'est difficile de savoir si on a plus ou moins de marée noire après ces législations. Moi, j'ai le sentiment qu'il y en a moins, mais ce n'est qu'un sentiment, hein. Mais voilà, je vais en rester là pour la réponse à votre question.
Je vous remercie beaucoup. Merci Philippe. Effectivement, Gaëtan peut compléter sur cet aspect préjudice à payer peut-être. Oui, merci Philippe d'avoir teasé un petit peu ma contribution. Effectivement, en droit, on a plusieurs moyens d'identifier finalement la façon dont donner une valeur de l'eau permet de mieux la préserver. Donc effectivement, on a, et j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure déjà, on a toute la question de la réparation des préjudices, qu'on appelle préjudice écologique. Hein. Mais tout cela, finalement, découle de principes généraux. Hein. Il faut rappeler quand même au préalable que en droit européen, en droit français, chaque personne, qu'elle soit privée ou publique, a le devoir de contribuer à la préservation de l'environnement et des ressources naturelles, et donc est responsable de la réparation des atteintes à ces ressources, atteintes qui pourraient résulter des agissements de ces personnes. Donc, un principe du droit de l'environnement est d'ailleurs fondamental en ce qui concerne la préservation de l'eau, puisqu'il s'agit du principe pollueur-payeur, qui trouve une concrétisation dans les redevances perçues sur toute consommation d'eau. Hein, donc, c'est sur les factures d'eau, finalement. Hein, on a une partie de prélèvement obligatoire. Hein, c'est cette redevance qui est perçue par les agences de l'eau et qui vont permettre de financer notamment les services publics liés à l'eau, ainsi qu'un bon nombre d'actions qui sont menées, y compris des actions de recherche qui sont menées par les agences de l'eau. Et donc ça, c'est finalement le meilleur exemple de l'application du principe pollueur-payeur en matière de préservation de l'eau. Le but est du coup d'avoir un caractère incitatif. Hein, il s'agit de ce type de dispositif fiscal qui est incitatif dans la mesure où plus la consommation d'eau est importante, plus le montant de la redevance est élevé. Et on va retrouver ce type de dispositif dans d'autres domaines, le domaine des déchets par exemple. Ainsi, dans l'objectif de faire évoluer les comportements individuels, ces mécanismes contribuent à mettre en évidence la valeur de la ressource. De la ressource dont on va faire usage, ou la ressource à laquelle on va porter atteinte. Et justement, et tout à l'heure j'en parlais aussi un tout petit peu, mais les atteintes à l'eau sont susceptibles de caractériser un délit, le délit de pollution des eaux notamment. On a aussi d'autres dispositifs de sanctions pénales. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réponse pénale à ces atteintes, et notamment les cas de pollution, donc cette réponse caractérise la valeur sociétale accordée à l'objet de l'atteinte, donc l'eau, dans la mesure où l'amende ou la sanction encourue est prononcée au nom du trouble porté à l'encontre de la société, de l'ordre social. Et c'est en cela que je vais différencier la sanction de la réparation. C'est pour ça que je ne vais pas traiter tout de suite du préjudice écologique, mais ici vraiment de la sanction pénale, puisque lorsqu'on se place dans le prisme du droit pénal, c'est la société qui va réclamer la sanction à quelqu'un qui aurait porté atteinte à l'une de ses valeurs, justement. Les valeurs sociétales qui sont identifiées par le droit pénal sont celles qui, lorsque l'on y porte atteinte, méritent une sanction ou encourent une sanction. Donc là, c'est assez intéressant de voir qu'on observe la multiplication des délits environnementaux et donc à l'identification de ces délits, donc par exemple les pollutions, eh bien on va faire correspondre une sanction. Et donc la sanction va notamment être une sanction financière, donc le paiement d'une amende, lorsqu'il ne s'agit pas d'une sanction d'emprisonnement, une peine d'emprisonnement. Donc on va faire correspondre des peines d'amende qui sont aujourd'hui de plus en plus élevées. Là aussi, c'est une façon de donner une certaine valeur à l'atteinte et donc à l'objet de cette atteinte,
Et donc, on voit aujourd'hui que les amendes qui sont encourues, notamment pour des pollutions de l'eau, sont de plus en plus intéressantes, élevées, pardon. Et c'est intéressant d'un point de vue de la préservation de l'eau et de sa valeur, puisque on va encourir plus de, enfin, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Notamment. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, notamment lorsque l'on identifie, lorsque l'on s'intéresse au projet actuel de loi sur le climat et la résilience, c'est que l'on intègre un délit général de pollution et donc qu'on donne aujourd'hui une valeur sociétale à l'ensemble de l'environnement du point de vue du droit pénal, alors qu'auparavant, on avait des peines qui étaient très spécifiques, notamment dans le milieu de l'eau. Donc aujourd'hui, dès lors qu'on va porter atteinte à l'environnement, par exemple au sol, une pollution des sols pourrait être sanctionnée si la loi est adoptée en l'état. Au-delà des sanctions, on a des mécanismes de réparation et donc l'idée de préjudice écologique qui est évidemment applicable à l'eau. Et d'ailleurs, sur le modèle de l'exemple qu'a évoqué Philippe tout à l'heure, c'est à l'occasion du procès de l'Erika en 2012 que la Cour de cassation a intégré dans sa jurisprudence l'idée de préjudice écologique, c'est-à-dire de prévoir une réparation pour toute atteinte à l'environnement, et ce, d'un point de vue civil ici, et non plus pénal. Donc on n'est plus dans la sanction, mais dans la recherche d'une réparation. Mais là aussi, il va falloir identifier, ou en tout cas calculer, déterminer la valeur de l'objet qui a fait, de l'élément qui a fait l'objet d'une atteinte, et donc ici de l'eau et des côtes qui avaient fait l'objet qui a été victime de la marée noire. Donc cette réparation va être en priorité en nature, mais peut également prendre la forme d'une indemnisation financière. La difficulté est donc alors d'estimer l'ampleur du préjudice subi et donc le montant de cette réparation, ce qui conduit notamment à rechercher la détermination financière de la valeur de l'eau. Une autre manière pour le droit d'identifier et de protéger l'eau via l'identification de sa valeur, c'est encore une fois ce qu'on peut appeler la marchandisation du droit de l'environnement, notamment à travers l'idée et la notion de service écosystémique et de paiement pour services environnementaux. Donc on va identifier les services qui sont rendus par l'environnement à l'homme et les services qui sont rendus par l'homme à l'environnement. Et afin de les intégrer dans le droit, on va passer par des mécanismes dits économiques. Et donc, on va forcément passer par la voie contractuelle et par l'étape de l'identification d'un prix. Et certains plaident ainsi pour la rémunération de tout service rendu par l'homme à la nature. Dès lors qu'on mettrait en valeur l'environnement, qu'on protégerait l'environnement, eh bien, ça mériterait une rémunération. Toute la difficulté est là encore d'identifier et de déterminer cette rémunération, et donc le montant de cette rémunération. Et ici, le droit de l'eau, du coup, se mue un petit peu en droit privé, essentiellement contractuel, alors qu'il était principalement un droit de police administrative qui reposait sur un régime de contrôle et de sanction. Ici, on va plutôt, avec cette idée de marchandisation ou d'économicisation, on va passer sur un droit essentiellement privé et contractuel. Et enfin, je terminerai là-dessus, il n'y a pas que la valeur financière, monétaire, qui permet d'être intégrée dans le droit et de protéger la ressource en eau, mais on a aussi la valeur culturelle qui permet de protéger certains éléments aquatiques. Par exemple, on va passer par la notion de commun ou de patrimoine commun. Cette idée de patrimonialisation permet d'identifier des éléments qui sont gérés, qui font l'objet d'une gouvernance commune, d'un partage de l'usage de la ressource en eau,
Et même parfois, on va identifier des communs qui ne font même pas l'objet d'un usage tel que l'irrigation ou l'approvisionnement en eau potable, mais simplement d'un usage sacré. Et par exemple, on va protéger par le droit, par la réglementation ou la législation, protéger des lacs, par exemple, et ceux dans ça se passe pas en droit occidental, hein, mais par exemple en Asie, on va identifier, et en Inde, on va identifier des pièces d'eau où l'on voit finalement des communautés autochtones se constituer autour de ce lac, de cet étang, etc. Et cette protection par la patrimonialisation, en fait, c'est parce que l'étang a une valeur culturelle, presque sacrée, que l'on va le protéger et qu'on va empêcher des industriels de venir y puiser de l'eau, par exemple. Et ça a été consacré notamment par la Cour suprême indienne. Et donc l'idée de commun, de patrimonialisation, ou le fait de passer par le droit et la préservation des droits des communautés autochtones permet d'intégrer dans le droit la nécessité de protéger et de préserver l'eau via sa valeur culturelle. Merci Gaëtan pour cet éclairage culturel. Effectivement, c'est important et on ne l'avait pas encore abordé. On a bien débordé sur le timing, donc je vais laisser quand même la parole à Emeline pour finir sur cette question de mieux appréhender la valeur de l'eau, permet-elle de la préserver? Oui, merci Claire. Merci. Et très vite, je vais résumer mes idées. C'est vrai qu'un des choix qui est souvent fait en politique publique, c'est que dans un contexte de changement climatique, pour réduire les consommations d'eau, c'est de jouer sur ce que je vais appeler la valeur d'échange. Alors Philippe a bien dit qu'il fallait être... Enfin, la valeur, ce n'est pas juste le prix, mais bon, la valeur d'échange, pour beaucoup, c'est quand même, par exemple, le prix d'une facture d'eau. Et donc, c'est cette question de concordance entre ce qu'on paye et ce qu'on consomme. Donc, plutôt une valeur d'usage liée à notre usage de l'eau. Et c'est vrai que souvent, la solution qui est prônée, c'est de jouer sur cette valeur d'échange pour réduire les usages. Je prends un exemple, dans la ville de Sacramento, c'est les habitants et habitantes de Sacramento surconsomment de l'eau. On est sur une consommation, par exemple, qui est 2 fois supérieure à la ville de San Francisco. Donc, face à ce constat, alors que les 2 villes sont finalement dans des contextes climatiques et dans le même état, enfin, c'est des choses assez proches, il a été fait le choix d'installer des compteurs dans les maisons. Alors ça, ce sera effectif en 2025, tout le monde aura son compteur. Comment fonctionnait la facture avant? Eh ben, on payait en fonction de la superficie du logement, tout du moins le nombre de pièces. Donc, c'était un peu extrapolé. Et là, l'idée, c'est de mesurer à l'échelle de la maison pour que la facture corresponde à la consommation réelle. Donc, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est bien qu'il risque d'y avoir une hausse de la facture, une hausse de la valeur d'échange qui reflèterait mieux les consommations et qui devrait donc amener les consommateurs à potentiellement réduire leur consommation. Alors, par rapport à ça, en géographie, c'est vrai qu'on est très critique là-dessus parce que c'est un modèle qu'on connaît dans de nombreux pays. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les plus riches continuent à consommer de la même façon parce qu'il y a toujours les pelouses à irriguer, les piscines à remplir et ainsi de suite. Et finalement, cette hausse de la facture, elle a plutôt tendance à pénaliser les foyers les plus modestes plutôt qu'à générer finalement un vrai rééquilibrage des consommations à l'échelle d'une ville. Enfin, dernier élément, et qui fait écho un petit peu aux propos de Gaëtan, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur valeur d'échange, là j'ai parlé un peu de valeur d'usage, mais il y a aussi tout ce qui est valeur de non-usage, ce que Gaëtan a appelé autour notamment des valeurs culturelles. Généralement, on en distingue 2 types, hein, les valeurs liées à l'héritage et à la transmission d'une part, et d'autre part, les valeurs liées à l'existence, c'est-à-dire les valeurs indépendantes de toute utilisation. Là, je propose juste de parler donc des valeurs de non-usage de type 1, liées à l'héritage et à la transmission, qui sont très présentes, notamment dans les espaces protégés. Construire un espace protégé, il y a l'idée de vouloir extraire d'une menace, extraire d'un risque pour, on va dire, maintenir, voire améliorer l'état d'un espace. Et qu'est-ce qu'on note? C'est quand même que ces espaces protégés, qui sont donc de l'ordre plutôt de la valeur de non-usage d'héritage, en fait, on note une exploitation de plus en plus croissante, notamment par des pratiques excursionnistes, des pratiques de loisirs
ou des pratiques touristiques. Et cette patrimonialisation se double souvent d'un développement économique, d'un marketing territorial, puisque ils sont vus, ces espaces protégés, comme de potentielles ressources territoriales, des ressources à développer. Juste pour un peu incarner mon propos, les Ramières de la Drôme, donc on est au bord de la vallée de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une réserve naturelle nationale qui a été créée notamment suite à des pressions d'associations écologistes. Et quand elles avaient fait émerger cette réserve en 1987, elles avaient choisi comme logo un héron. Donc c'est vrai, c'est un animal, un oiseau très emblématique de cette faune à protéger qu'on retrouve souvent chez les associations environnementales. Et quand le développement de cette réserve a été repris par une communauté de communes, cette communauté de communes, un des premiers trucs qu'elle a fait, c'est de changer le logo. Et on est passé du héron, qui est finalement un emblème très écologiste, à un castor souriant, orange, très charisme animal. Il nous fait coucou, il est comme ça, il a un beau sourire. Donc dans un vocabulaire qui est plus proche du discours publicitaire, marketing. Et on voit bien que là, finalement, à travers ces deux logos, ce changement de mise en valeur de la réserve, d'une pratique valorisant des savoirs écologiques à une pratique valorisant plutôt la ressource territoriale, on a finalement un changement de régime et on passe d'une valeur de non-usage, d'héritage et de transmission à finalement quelque chose qui bascule peut-être vers la valeur d'usage. On va voir un castor, voire vers une valeur d'échange, puisque ce changement de logo se double notamment de la mise en place d'une muséographie avec une entrée payante dans ce qui s'appelle la gare des Ramières. Donc c'est vrai qu'il y a un équilibre qui est toujours, c'est vraiment sur le fil entre cette valeur de non-usage et sa reconnaissance, qui pourrait très rapidement basculer vers une valeur d'usage dans un contexte où notamment les personnes élues, les politiques publiques tentent de promouvoir le développement territorial et donc finalement retomber plutôt dans une valeur d'échange et de circulation des capitaux. C'est une question difficile, hein. C'est une question vaste. Donc, viabilité du paiement pour services écosystémiques au plan économique pour une société. Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'on peut généraliser la chose? Je ne sais pas. Je vois qu'effectivement, dans l'agriculture, on est passé d'un système donc de politique agricole commune, d'un système essentiellement de subventions à la production à partir des années d'après-guerre, à maintenant beaucoup plus des subventions pour services écosystémiques. Alors, c'est pas encore, peut-être les gros volumes ne sont pas encore là-dessus, mais ça va croissant, avec derrière l'idée en plus qu'en payant des services écosystémiques, on permet à des agriculteurs de rester sur le territoire et ainsi, comme l'agriculture étant la base de parfois la vie d'un certain nombre de villages, d'éviter le dépeuplement des campagnes qui touchent les pays d'Europe occidentale fondamentalement, ou d'Union européenne quand même. Et donc ça fait quand même longtemps que c'est en place. Et je constate que non, tu ne trouves pas que ça fait longtemps que c'est en place, Gaëtan? Si, on le voit dans la politique agricole commune, c'est une idée qui est présente, depuis, je vois que je dois parler plus fort, je ne parle pas assez fort. C'est une idée qui est présente depuis un certain temps et qui va croissant, effectivement, qui est aussi aux États-Unis, où il y a beaucoup l'idée de racheter, on va dire, des pratiques, ou de payer des compensations pour des pratiques pour obtenir des corridors verts ou bleus à des opérateurs privés. Donc, sur la viabilité économique, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans le fond, il ne faut pas perdre de vue que ce sont des services dont on a besoin pour, c'est un peu mon point au départ, hein. Sans eux, l'économie ne fonctionnerait pas. Donc, il me semble qu'il y a une reconnaissance, alors biaisée, partielle, tout ce que vous voulez, mais il y a une reconnaissance croissante des contributions, mais c'est plutôt dans le domaine
dans le domaine effectivement agricole ou sylvicole, comme vous dites. Hein. Sylvicole, c'est des beaucoup plus petits montants parce que derrière la sylviculture, il n'y avait pas la politique agricole commune. Donc, en termes de financement, c'est quand même beaucoup plus dans le domaine agricole, mais qui tend à s'implanter et qui, effectivement, moi, j'aurais tendance à dire, c'est des ressources qui sont utilisées à bon escient pour autant que on est derrière, effectivement, qui correspondent à des besoins. Et donc, dans ce sens, je pense que c'est viable. Alors, juste, je me permets, juste pour répondre de façon très rapide à la question et à Philippe, sur la question de la viabilité économique du système de PSE, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle, c'est que si on rémunère un agriculteur pour avoir, si effectivement on met de côté le fait que dans toute façon sa pratique durable parfois est ou respectueuse de l'environnement et des ressources, et parfois intégrée déjà dans ses pratiques, donc on va le rémunérer pour quelque chose qu'il faisait déjà. Donc déjà, ça c'est un premier point. Mais oui, alors qu'on pourrait dire que... Arrête de le faire. Oui, mais on est quand même dans un contexte de dépeuplement des campagnes, c'est quand même ça qu'il faut voir, hein, donc il arrêtera de le faire. Voilà, la question au-delà de ça, la question qui m'interpelle, c'est surtout la source de cette rémunération, puisque c'est de l'argent public. Aujourd'hui, les PSE sont également intégrés, on intègre ça dans la nouvelle PAC, qui a une durée de vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura passé les 5 ans de la PAC, les quelques années de la PAC? Qu'est-ce qu'on va faire une fois on s'intègre en ce qui concerne les subventions et ce type d'aide, on s'intègre dans un cycle de politique publique, et une fois que ce cycle se termine, et finalement, quid des financements? Aujourd'hui, ces PSE sont essentiellement financés par la PAC. Est-ce que l'argent sera toujours orienté vers ces PSE? Pas forcément. Donc, qu'est-ce qu'on en fait après? Et c'est en cela que finalement la question de la viabilité économique, en tout cas, moi je parlerais plutôt de sa pérennité ou de sa pérennisation qui peut poser problème. Oui, moi j'ai parlé de viabilité économique dans un sens fondamental. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ça contribue positivement à la collectivité? Là, je pense que la réponse est oui. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas. Mais j'allais dire, on ne peut pas présager de comment va évoluer la politique. Cependant, pour la politique agricole commune, et même dans une certaine mesure, un peu de financement régional, hein, je vois que surtout pour les forêts, il y a du financement régional. C'est un engagement qui va croissant. C'est un engagement qui va croissant. D'autant plus que, enfin là c'est un peu des considérations stratégiques, hein, mais on ne peut pas sur le plan international subventionner la production agricole. Parce que si on fait ça, c'est du dumping. Et du coup, on risque on se trouve dans une position difficile dans les négociations internationales sur le... Bon, alors c'est des considérations qui ne devraient peut-être pas être là, hein, mais en termes de viabilité pour l'opérateur, qui était peut-être un petit peu plus ce que tu disais, je pense que ces considérations sur la concurrence déloyale et le dumping, l'Europe a beaucoup été accusée de dumping agricole, hein, puisqu'elle avait des excès qu'elle payait. Donc, on déplace les financements sur de l'écologique, qui a des avantages aussi, qui réduit les excès agricoles et enfin, je ne vais peut-être pas entrer dans trop de détails de la politique agricole parce que ce n'est pas vraiment le propos ici, mais c'était plus pour répondre à ta question. À mon avis, même pour les opérateurs vraiment au niveau du territoire, cette source de financement-là n'est pas prête de se tarir. Mais bon, j'ai des plans, je ne suis pas futurologue non plus.
Donc, en fait, tout dépend de la volonté des autorités publiques, des politiques publiques, et tout dépend aussi éventuellement des alternances politiques. Et on a pu le voir, par exemple, notamment, tu parlais de l'échelon régional. Là, ici, il s'agit d'un échelon extrêmement stratégique et qui est totalement dépendant des alternances politiques, et ça peut vraiment avoir des conséquences. Autre question, et vraiment en 10 secondes. Pour les services écosystémiques, comme tu n'as pas de marché, il faut nécessairement une intermédiation du politique pour payer. À moins de marchandises, mais on voit mal comment les services écosystémiques, dans le cas dont parle M. Simoneau, dans le cas des pratiques agricoles ou sylvicoles, on voit bien ce que c'est. C'est des choses, à moins de peut-être via le tourisme rural, peut-être, ou quelque chose comme ça. Ce sont des choses qu'on ne pourra pas et qu'on ne souhaite pas nécessairement, pour les raisons qui ont été citées par Emeline, qu'on ne pourra pas nécessairement ramener dans un marché. Donc, on peut peut-être être pas insatisfait que ça reste dans le politique, avec bien sûr le risque inhérent qui peut y avoir là. Hein. Je suis d'accord. Alors, du coup, vraiment en 10 secondes, il y a deux choses auxquelles je pense à la suite de ta remarque. C'est qu'on a parfois des marchés qui sont créés, je pense à la compensation. On a un marché de la compensation qui a été créé de toutes pièces en 2016 pour faire justement de cet outil qui était à la base un outil réglementaire une obligation. Lorsqu'on a un projet d'autoroute qui détruit une zone humide, il faut compenser cette atteinte à la zone humide. La question qui s'est posée. C'est une intervention du politique, ça. Si Oui, la loi change, le marché n'existe plus. Oui, mais là, pour le coup, on laisse complètement, effectivement, les mains au marché, puisqu'on crée, on crée ce marché-là. Et on crée ce marché, et donc on le laisse totalement au privé. Autre exemple, c'est les obligations réelles environnementales qui revient un petit peu à la discussion de base. Là aussi, c'est le fait de financer un propriétaire privé pour, en gros, protéger l'environnement qui se trouve sur son bien foncier. La question qui se pose, c'est OK, on va rémunérer ce propriétaire, et on va conclure un contrat, mais d'où vient l'argent? Qui a la capacité de payer, de rémunérer ce propriétaire pour qu'il ne détruise pas la forêt qui se trouve sur son bien foncier? Bien, encore une fois, ça va être de l'argent public, il va falloir, là encore, se soumettre aux volontés politiques. Et ça, c'est inhérent, effectivement, à toute politique publique. Mais c'est la difficulté de la mise en œuvre de cette dès que le bien et les services écosystémiques en général sont dans ce cas-là, dès que le bien ou le service n'est pas marchand, c'est assez difficile de le marchandiser sans une intervention. On a aussi les droits à polluer, alors c'est pour l'air. Hein. Donc on peut dire là qu'on a fait on a fait un marché de droits à polluer, mais c'est un marché qui en un certain sens est artificiel. Il n'existe que parce qu'on a décidé qu'il existait. Tandis que le marché pour, je vais dire, les pommes, c'est un marché assez naturel. Il y a un producteur de pommes et puis il détient la pomme, il vous la vend. Pour les pollueurs, il faut qu'on les contrôle, il faut qu'on leur vende des droits à polluer. C'est pas un marché naturel. Ça dépend toujours du politique. Mais quelque part, c'est pas, enfin, c'est peut-être une illusion hein, de dire le politique intervient beaucoup dans tous les marchés privés également. Hein. Même celui qui vend les pommes, il ne peut pas vendre n'importe quelle pomme. Il ne peut pas vous vendre des pommes qui sont pleines de pesticides. Il ne peut pas vous les vendre sans un certain nombre de garanties, n'importe comment, sans payer des lois sociales, etc. Donc, il y a aussi une forte intervention. C'est beaucoup plus mélangé que ce qu'on s'imagine parfois. Le master risque et environnement, donc c'est un master pluridisciplinaire où les étudiants se retrouvent au niveau, donc ils sont par discipline en M1, en économie, ou bien en droit, ou bien dans des écoles d'ingénieurs, et on les rassemble au niveau M2 alors ils ont deux parcours, un qui est généraliste, qui s'appelle gouvernance des risques, c'est pas très juste ce qui est écrit là, gouvernance des risques environnementaux, du coup, j'ai perdu un peu de temps, je suis désolé. Qui donc va parler d'économie de l'environnement comme j'en ai parlé, mais aussi de droit d'environnement comme Gaëtan
en a parlé, sur un plan un peu moins appliqué, où on va être sur des considérations peut-être plus larges, avec économie circulaire, changement climatique, ce genre de choses, et puis un parcours plus spécifiquement sur l'eau, qu'on n'a pas encore mis en place, qu'on mettra en place pour la rentrée 2022, qui s'appelle Gouvernance des risques urbains et aquatiques, comme il est bien écrit ici. Donc, c'est le même principe de pluridisciplinarité, de travail en groupe pluridisciplinaire, mais avec des enseignements et des cas pratiques qui sont plus concentrés sur ces domaines-là. Deux mots sur le master droit de l'environnement et de l'urbanisme. C'est pareil, c'est un master qui est dispensé à Lyon 3, donc par la faculté de droit de Lyon 3. Il est fondé sur un M1, donc un tronc commun au droit public, hein, en M1, même si on a l'obligation de suivre certains cours particuliers, droit des ressources naturelles, droit de l'environnement, droit de l'urbanisme opérationnel. Et les étudiants se retrouvent en M2, donc au sein de la promo droit de l'environnement et de l'urbanisme, avec des approfondissements et des spécialités bien approfondies en droit de l'eau, en droit des risques, en droit de l'urbanisme notamment. Et l'eau est généralement un sujet assez important au sein des enseignements et des activités pédagogiques de ce master.